On est de retour dans la grande édition de TV7, c'est l'heure de notre grand débat et ce soir on s'intéresse aux difficultés de la filière viticole. Vous le savez, c'est la période des vendanges et la faiblesse des récoltes se confirme à cause notamment de la sécheresse, mais aussi des arrachages de vignes. Les ventes de vin dévissent sur fond de baisse de la consommation, un contexte anxiogène pour des viticulteurs en grande difficulté économique. Pour parler de cette crise viticole, j'accueille 3 invités. D'abord Bernard Farge, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du CIVB, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. Didier Cousinet, vous êtes président de Vititor 33, un collectif qui représente les viticulteurs. Bonsoir. Bonsoir. Et également avec moi, Jefferson Desports, journaliste à Sud-Ouest. Bonsoir Johan, bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs, merci beaucoup de votre participation. Première question sur l'état des récoltes, premier bilan d'étape. Quel est le retour sur le terrain ? Là, on est en plein boom des vendanges. Les rouges sont en cours de récolte et les choses s'accélèrent. Tout le monde rentre les rouges en ce moment. Les blancs sont achevés depuis quelques heures ou quelques jours. Une très petite récolte blanc et une petite récolte rouge. De très belle qualité, aussi bien en blanc qu'en rouge, mais ça reste encore une petite récolte. La sécheresse, c'est l'une des causes de la faiblesse des volumes. Comment on fait pour s'adapter à ces nouvelles conditions climatiques ? On ne s'adapte pas depuis aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on est en crise déjà pour la vente de nos produits. Et avec le réchauffement climatique, le changement de climat, on a de plus en plus de difficultés à mener la récolte au bout déjà, parce qu'il y avait les aléas climatiques. Et il y a 2-3 ans, avec les attaques de mildiou, cette année, malheureusement, on a eu une sécheresse terrible. Une pluie qui est arrivée trop tard. Et aujourd'hui, c'est moins bénéfique que prévu. Il faudrait que la pluie s'arrête puisqu'on a des raisins qui sont à ramasser très très rapidement. Bon, mais la qualité quand même de la récolte est là. Comme le disait Bernard, autant en rouge qu'en blanc, on a une belle qualité de récolte. Pour mieux coller à une demande qui est en berne, on a lancé dans la région et en Gironde des grands plans d'arrachage des vignes. Où est-ce qu'on en est, Jefferson, justement ? Je vais parler sous le contrôle de Bernard Farge et du CIVB, mais de ce qu'on a écrit dans les colonnes de Sud-Ouest, bien informé, en 2025, enfin à la fin de l'année, vous serez à peu près à 18 000 hectares arrachés. Vous allez passer sous les 92 000 hectares de vignes en Gironde, donc c'est une véritable saignée. Et c'est un des problèmes de la viticulture, c'est qu'il y a les aléas climatiques, Didier Cousinet en parlait. C'est pas nouveau, mais les crises s'intensifient et en même temps, vous êtes au carrefour de toutes les tempêtes, puisqu'il y a une baisse structurelle de la consommation à l'échelle mondiale. Ça, c'est pas nouveau, mais en tout cas, ça s'aggrave. Et vous avez des offensives commerciales dont on parlera avec une déstabilisation des marchés. Donc voilà, la viticulture doit se réinventer, mais il y aura quelques mots d'optimisme autour de ce débat tout à l'heure. Mais voilà, donc il y a des sujets à affronter. Ces plans d'arrachage, est-ce qu'ils sont vraiment efficaces pour aider les viticulteurs à sortir de la crise ? Je réponds en premier. Si ça avait été fait correctement, oui. Il y a longtemps, Bernard, il va me contredire, mais il y a longtemps qu'on parle de l'arrachage collectif, ça fait plusieurs années. On nous a pris pour des rigolos au départ, et puis petit à petit, écoutez, on nous a cru. Et aujourd'hui, c'est pas que la Bordelais qui arrache, c'est la France entière, et même dans le monde, puisqu'il y a une crise partout. On avait demandé une sortie, un arrachage avec une prime conséquente de 10 000 euros l'hectare minimum. C'était pas quand même grandiose. On est arrivé à avoir 6 000, avec des contraintes d'arrachage qui sont intolérables. Je l'avais dit à M. Fesneau à l'époque, qui était ministre de l'Agriculture. Avec des contraintes qui sont admissibles. J'ai encore une personne qui m'a appelé avant-hier soir. Il a arraché de la vigne en renaturation, il a de l'élevage, il a des vaches, il ne peut même pas faire de foin sur ses prés pour nourrir ses vaches. Donc je pense que cette contrainte, Bernard, je lui ai déjà dit, il va falloir qu'on l'enlève et que les gens puissent faire de l'alimentation animale ou humaine ou animale sur ces terrains. C'est plus possible. Mais alors la sortie de crise, on va en parler tout au long de l'émission, mais le mal est fait et aujourd'hui... je ne sais pas comment on va faire pour sortir les viticulteurs de la crise. Bernard Farge, sur la méthode de ces arrachages de vignes, qu'est-ce que vous répondez ? L'arrachage, c'était une nécessité. On l'a demandé. Depuis 2019, on demandait à l'avoir. Le collectif secouait et poussait pour l'avoir aussi, pour qu'on puisse l'avoir. Les outils n'existaient pas. Dès qu'on a pu trouver une porte de souris, un trou de souris pour le mettre en place, on l'a mis en place avec l'État. L'interprofession, c'est-à-dire l'ensemble des viticulteurs et les négociants ont financé 18 millions d'euros pour financer de l'arrachage avec l'État. Donc il y a eu 2 tiers par l'État, 1 tiers par l'interprofession, encore une fois nous tous, pour financer cet arrachage à 6 000 euros l'hectare. C'était le cadre européen et le seul cadre qui nous permettait de le faire. C'est insuffisant, 6 000 euros, nous l'avons dit, c'était insuffisant. Et il y avait des règles pour la partie financée par l'État, qui était contraignante, Didier l'a rappelé, et on avait ça ou rien.
Et sur les 18 millions d'euros financés par le CIVB, il n'y avait pas de contrainte. Sur un tiers, il n'y avait pas de contrainte, et heureusement, puisque c'était nous qui le financions. Depuis, alors que les autres régions viticoles ne voulaient pas que l'on mette en place de l'arrachage avec de l'argent européen, elles y sont venues, parce que la crise de consommation du vin, telle que le décrivait Jefferson Desport il y a quelques instants, et Didier aussi, elle ne touche pas que le Bordelais. C'est le Grand Sud, l'Hérault, le Gard, l'Aude, la vallée du Rhône, le Roussillon. C'est aussi le Sud-Ouest avec des vignobles comme Gaillac, Cahors qui sont en train de quasiment disparaître. La consommation de vin en rouge diminue fortement partout dans le monde. C'est vrai, ces arrachages et ces diminutions de commercialisation, c'est vrai pour l'Australie, c'est vrai pour le Chili aussi. Pour autant, il fallait arracher. Aujourd'hui, cela n'a pas tout résolu, loin de là. Il y a encore des stocks. Il va falloir résoudre ce problème de stock, mais il fallait passer par l'arrachage. Les conditions n'étaient pas optimales, on le sait, mais il fallait y passer. Et il y aura encore des arrachages en 2026. Il y a des demandes portées par la profession nationale dorénavant pour avoir des arrachages à nouveau, parce que le sujet, il est grave partout. L'Italie demande de l'arrachage aussi, et l'Espagne aussi. Didier Cousinet, je vous vois aussi dire non de la tête. Qu'est-ce que vous voulez dire? On entend de parole chacun, parce qu'il parle beaucoup. Hein. Oui, mais l'arrachage à quel prix? C'est sûr. Alors déjà, on demande pour 2025, il n'y a rien. 2026, c'est l'année prochaine, mais c'est proche et c'est loin à la fois. Mais pour toucher combien? Le dernier arrachage s'est fait à 2500 € l'hectare. 4000. Oui, mais enfin, il y en a un où il y a eu 2500, ça s'était proposé. Mais on va où avec ça? Quand vous avez arraché, il faut compter 1500 à 2000 € de travaux de pelle mécanique pour arracher la vigne. Quand vous savez que pour planter une vigne, rien que la plantation, c'est environ 20 000 € minimum. Donc vous voyez la différence. Donc c'est pas l'arrachage qui va faire survivre les viticulteurs, loin de là. On avait proposé des idées avant, qu'on n'a pas voulu nous écouter, qu'on fait trop tard maintenant, qui sont reprises, mais c'est trop tard. Faire de nouveaux produits avec la sucrosité, avoir de nouveaux cépages. Alors c'est pas que la faute du CIVB, de l'INAO et de notre syndicat, puisqu'en France on a toujours une guerre de retard. Avant qu'on adapte quelque chose, il faut étudier, il faut voir, alors que les autres sont déjà à la pointe du progrès. Je vous dis, je répète, la viticulture française, je le dis depuis quelques années, la viticulture française est morte. Il restera quelques ours comme dans les Pyrénées, c'est tout. Jefferson, il y a ces vignes qui sont laissées en friche. Il y a beaucoup de vignerons qui n'ont pas les moyens ensuite de les entretenir. Ça devient ensuite des espèces de foyers de contamination pour les autres parcelles. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour empêcher ça? La meilleure réponse, c'est quand même là, du côté des viticulteurs. On peut au moins rappeler quelque chose, c'est que tout ça, c'est quand même la conséquence très claire, très nette d'une crise sans précédent sur la viticulture, et qu'arracher, pour un vigneron, c'est un crève-cœur, il faut le dire aussi. Donc là, on a des drames dans les exploitations, la situation est extrêmement tendue, et Bernard Farge et Didier Cousinet en parleraient bien mieux que moi. Alors, on a juste peut-être un petit pas de côté, mais on a vu quelque chose dans l'autre qui est comme intéressant pour ceux qui vont rester dans la profession, qui auront encore les moyens de se réinventer. C'est qu'à la faveur des incendies dans l'Aude cet été, on a redécouvert une des vertus de la vigne, qui est celle d'être un pare-feu naturel. On a connu les incendies en Gironde, on ne peut pas comparer les régions de Pessac-Léognan, le Blayais, l'Entre-deux-Mers, etc., ou le Médoc avec les situations de l'Aude, mais en tout état de cause, on a redécouvert aussi une autre vertu à la vigne dans sa structuration du paysage. Et derrière les marchés, derrière les chiffres dont on parle et qui sont le cœur d'activité des vignerons, il faut qu'ils en vivent. La viticulture, c'est certes un patrimoine, on aura le temps d'en parler, mais en tout cas, il y a aussi cette dimension extrêmement structurelle dans le paysage, et parfois, ça peut sauver des maisons, des habitations, des lotissements. En tout cas, ça participe d'un environnement dans lequel on vit. Sauver la vigne, pour tout ce qu'elle a de vertus économiques, sociales, environnementales, c'est pas juste de l'incantation. Sauver la vigne, c'est parce qu'il y aura des marchés, parce qu'il y a des consommateurs en France. Je rappelle que la France est le seul pays où il y a une loi E20, une loi aussi forte, alors que c'est un pays producteur. Sans remettre en cause la loi E20, parce que c'est un totem politique qui serait extrêmement compliqué, on a juste besoin de savoir si les pouvoirs publics soutiennent la consommation de vin en France, s'il est normal et positif de consommer du vin en France, dans les règles de modération, de plaisir qui doivent correspondre à ce produit ou pas. On est toujours dans l'ambiguïté, avec un ministère de la Santé et des équipes de santé qui matraquent ce produit, et la nécessité
de soutenir la vigne, mais soutenir la vigne pour soutenir la vigne, ça ne sert à rien. Il faut juste soutenir le produit pour que la vigne puisse exister. L'activité des viticulteurs, notamment, elle se dégrade du fait de la baisse de la consommation, mais aussi parce que les prix d'achat des tonneaux sont de plus en plus bas. Comment on fait pour encadrer mieux les pratiques commerciales entre les acheteurs, les acteurs de la grande distribution, les maisons de négoce et les viticulteurs ? Avant, vous avez le négoce qui était fort sur la place de Bordeaux. Le viticulteur faisait son vin, vendait au négociant, le négociant faisait des assemblages, faisait leur sauce, et cherchait des clients et tout le truc. Aujourd'hui, c'est la grande distribution qui demande au négoce de trouver des prix les plus bas possibles. C'est la déflation. Il s'est vendu des bouteilles à 3 €, de 50, et puis pour aujourd'hui, on le voit avec Lidl et d'autres, c'est un 39 l'année dernière et un 89 cette année. Qu'est-ce que vous voulez, le viticulteur est obligé de vendre, les cuves sont pleines, il faut de la trésorerie pour payer les fournisseurs, pour payer la banque, pour payer le fiscal, le social. On est en France, hein. On n'est pas à l'étranger, on est en France, il faut payer. Et en France, quand on ne paie pas, on a l'huissier derrière la porte, et au lieu de nous défendre, on nous enterre. Et puisque vous en venez aux politiques, j'ai vu des politiques, Bernard en a vu, j'en ai vu depuis 10 ans, et j'en ai vu pas des dizaines, mais j'en ai vu, des députés, des ministres, tout. Tout le monde doit nous défendre, mais personne ne fait rien. On est abandonné. L'agriculture, alors je parle de l'agriculture en général, l'agriculture en France est abandonnée. On nous prend pour des moins que rien, on se fout de nous, on est abandonné. Il y a de plus en plus de redressements judiciaires de viticulteurs qui mettent la clé sous la porte. De plus en plus de redressements judiciaires, des cessations de paiement, je ne veux pas dire de bêtises, Bernard peut attester, il y a 90% des exploitations qui sont en cessation de paiement aujourd'hui. Donc voilà, et comme disait monsieur à côté de moi, c'est des familles entières qui sont détruites. C'est des années de dur labeur de plusieurs générations qui sont mises à néant aujourd'hui. Et c'est pas, on parle du viticulteur lui-même, mais il n'y a pas que le viticulteur. Je le dis souvent, les ouvriers, ça fait des dizaines d'années qu'on les a. Il y en a même qui sont parrains ou témoins de mariage des enfants des viticulteurs. Mais c'est une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Financière dans le département. Bernard Farge, vous avez été réélu à la tête du CVIB en juillet. L'une des mesures que vous prenez, c'est le renforcement de la loi Egalim pour mieux encadrer ces pratiques commerciales. Oui, parce que la réponse à la question précédente, comment on fait pour éviter des vins qui soient en dessous des coûts de production et à vil prix, il n'y a que la loi qui passe. Il n'y a que la loi qui permettra d'encadrer ça. Que la loi. Le marché ne permet pas d'encadrer cela. Et ça peut être surprenant comme raisonnement. Mais après tout, en France, il y a des lois qui encadrent un certain nombre de choses. Les salaires sont encadrés, à minima. Et ensuite, il y a l'échelle des salaires. Il est interdit pour quelqu'un qui achète un produit de le revendre à perte. Ça veut dire que lui, il est protégé. Il ne peut pas vendre à perte. Il y a même le seuil de revente à perte, 10%, qui est en débat à l'Assemblée, qui a été voté il y a quelques mois. Donc ce sujet d'Egalim, qui permettrait... Egalim existe depuis 2017. Il y a un certain nombre d'évolutions qui ont permis d'améliorer certaines pratiques. Pour autant, la promesse de cette loi qui visait à renforcer, à protéger le producteur n'est pas tenue. Donc aujourd'hui, nous avons fait des propositions, on attend que les choses au Parlement se stabilisent un peu et nous sommes prêts. Nous en avons déjà parlé avec la ministre de l'Agriculture sortante, on va dire, mais aussi des parlementaires. Et nous pensons que les choses sont mûres aujourd'hui au Parlement pour soutenir cela. Faire en sorte que la promesse politique d'Egalim, à savoir la protection du revenu des agriculteurs, soit tenue. Et c'est assez transpartisan. Donc on a bon espoir à l'automne, dès qu'on va pouvoir retravailler sérieusement avec le Parlement, d'avancer là-dessus. Chez Farson Desport, les enseignes de la grande distribution qui proposent des bouteilles de vin à moins de 2 €, le contre-argument qu'elles donnent, c'est on fait ça pour relancer une consommation de vin qui est en berne. On se moque du monde ? Non, en fait, là, encore une fois, c'est vraiment une question à poser aux professionnels. Mais il y a un vrai paradoxe dans cette crise, c'est que, parmi tant d'autres, mais en tout cas, il y en a un qui est vraiment sur la table, c'est que le niveau des vins n'a jamais cessé de progresser. Je ne vais pas dire qu'il n'a jamais été aussi bon, puisque en fait, on voit bien que la technicité dans les vignobles ne cesse de s'améliorer, on est de plus en plus précis, on parlait des vendanges en début d'émission, la date des vendanges dans certains crus, évidemment, dans les crus classés, mais se fait au niveau du satellite, on va regarder le degré du raisin, c'est devenu une mécanique de précision, on est dans un vignoble de plus en plus qualitatif, qui est dans une crise qu'il n'a jamais connue, et pourtant, les vins sont là. Si on prend juste une échelle un peu plus mondiale,
mondial, on va se dire qu'on est en pleine mondialisation, vous vendez aux États-Unis, c'est compliqué aujourd'hui, la Chine s'est retournée, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas délocaliser dans les vins français, c'est les terroirs. Le vin, c'est avant tout du plaisir, c'est de la culture, c'est du patrimoine, ce sont des maisons, des familles, des vignobles, on l'a dit, mais ce sont aussi des climats, des goûts, et tout ça, vous ne pouvez pas l'exporter, vous ne pouvez pas les délocaliser. Vous pouvez les vendre, vous pouvez vendre vos produits, et on est dans ce paradoxe-là où on a des vignerons de plus en plus techniciens, de plus en plus connaisseurs, et vous êtes face à une espèce de mur de la consommation qui, lui, ne répond plus, alors qu'on est dans quelque chose qui ne cesse de s'améliorer. Donc c'est l'un des paradoxes, c'est pas simple à surmonter, mais si on voulait avoir un tout petit point d'optimisme, c'est que les climats, ça ne se délocalise pas. Les climats, c'est que là. Donc, c'est aussi la force de toute cette viticulture. Mais ce paradoxe avec des vins qui sont meilleurs qu'avant, mais une consommation qui baisse, comment on fait concrètement pour reconquérir les consommateurs ? Il faut s'adapter, il faut écouter les consommateurs, ce que tous les producteurs et tous les négociants font. Hein, voilà. Il y a des générations plus jeunes que nous qui consomment moins que notre génération, et même notre génération consomme moins que nos anciens. Donc il y a cette tendance-là. Il faut rassurer, il faut expliquer les produits aussi. Et parfois, il faut l'expliquer de manière plus simple que ce qu'on peut le faire à certains moments. Il y a des personnes qui sont très intéressées par le terroir, il faut leur parler du terroir parce que c'est une chose importante et qui intéresse les consommateurs. Mais il y a des consommateurs qui ont juste envie de boire un verre de vin, de partager un verre de vin sans se poser la question de savoir exactement l'âge du capitaine, ni le pourcentage de pente, en toute simplicité, comme ils peuvent boire d'autres produits, parce qu'ils boivent d'autres produits alcoolisés aussi. Hein. Donc il faut pouvoir l'expliquer simplement, le rendre accessible, en termes de culture, et la transmission qui se faisait de génération en génération sur la culture du vin, elle s'est interrompue parce qu'il y a de plus en plus de personnes, de foyers qui ne boivent jamais de vin, donc les jeunes ne connaissent pas forcément le vin alors qu'ils avaient été éduqués sur les générations précédentes. Donc ce travail-là, il faut le mener, c'est un travail important, à mener auprès des consommateurs, le verre à la main, avec des discours simples, et surtout éviter d'intellectualiser ce produit, qui peut être intellectuel à certains moments, mais qui est surtout un moment de partage, de convivialité et de plaisir. Mais Didier Cousinet, est-ce que pour produire des vins qui collent mieux au goût des consommateurs, tout simplement est-ce que les viticulteurs en ont les moyens financiers ? Aujourd'hui, non. Alors, je suis content d'entendre Bernard quand il parle d'aller conquérir le client avec le verre à la main. Le CIVB dépense des millions d'euros pour la publicité du Bordeaux. On a fait l'année dernière, juste avant les JO, un film qui était super bien fait et qu'on a arrêté avant les JO, alors qu'on aurait dû le continuer, une campagne d'affichage. Et ça fait longtemps que je dis, moi, et c'est pour ça que je rejoins ce que vient de dire Bernard, plutôt que de mettre des millions d'euros à faire de la communication visuelle ou parler, pourquoi on ne paye pas des commerciaux avec la valise sous le bras qui aillent dans les supermarchés, voire dans des commerces, dans ci, là, pour faire goûter le vin et dire voilà, à Bordeaux, voilà ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une publication sur le vin de Bordeaux, que ce soit n'importe qui, vous regardez les commentaires, Bordeaux c'est pas bon, Bordeaux c'est dégueulasse, Bordeaux ci, Bordeaux là, et on le voit de plus en plus. Et je pense que l'image de Bordeaux s'est dégradée depuis quelques années, et au lieu de la redorer, cette image, on est toujours en train de la ternir. Donc il va falloir un gros travail de reconquête des jeunes consommateurs. D'ailleurs, Viti 33 conteste la gouvernance du CIVB. Vous vous sentez plus vraiment représenté par eux ? Écoutez, je suis clair, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un franc-parler, je n'ai pas de tabou. J'ai toujours, depuis que Bernard, je le connais depuis longtemps, quand on est à la tête d'un truc qui ne marche pas, et comme disait Coluche, ceux qui étaient avant, ils sont maintenant, et ça ne marche toujours pas. Donc on avait demandé à ceux qui donnent la main à quelqu'un d'autre pour essayer de voir. Quand on essaye pas autre chose, on ne peut pas savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Donc oui, ça va être de plus en plus compliqué. On a essayé, nos collectifs, il y a 2 ans, de prendre la main à l'ODG Bordeaux. On nous a traités de grande gueule, de tricheurs et tout. On a été qualifiés, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, le nouveau président est issu du collectif, entre guillemets, il est adhérent au collectif. On voit bien que les membres du bureau trouvent qu'il y a une fracture entre vous aussi. Donc on voit qu'il faudrait un changement. Alors on parle pour le président de la République d'un certain nombre de mandats au CIVB.
Là, Bernard, excuse-moi, mais bon, c'est une fois toi, une fois Sichel, une fois toi, une fois Sichel. Moi, je pense qu'il faudrait quelqu'un d'extérieur à la viticulture bordelaise, quelqu'un qui a d'autres visions et pour essayer de remettre le trait sur les rails. Bernard Farge, une réponse ? Oui, d'abord les mandats, on ne se fait pas ça tout seul. Autour de nous, autour d'un président ou d'un vice-président ou des membres du bureau, il y a effectivement ces membres du bureau et il y a un collectif, là aussi, d'élus qui travaillent et c'est en aucun cas le président qui décide de tout. On essaie de pousser un certain nombre de dossiers, on l'a dit sur Egalim. J'espère qu'on arrivera à aboutir sur Egalim et j'y compte bien. De la même façon qu'on avait réussi à être les premiers à lancer l'arrachage avec le financement, encore une fois, collectif. Et je vous assure qu'il a fallu un peu de persuasion pour convaincre tout le monde de mettre la main à la poche sur une caisse commune. Quand on a mis 17 millions d'euros sur la table, c'était l'argent de nous tous. Et en gros, on a fait tapis pour financer ça. Donc, il y avait un certain nombre d'acteurs dans la filière qui étaient contre ça. On a réussi à convaincre pour le faire. Là, maintenant, on est sur le sujet Egalim et ça nous occupe évidemment, comme d'autres sujets qu'il faut pousser. Jefferson des Sports, sur un autre sujet, le marché français il est en baisse, mais il y a aussi les exportations à l'étranger. Fin juillet, il y a eu un accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis de Donald Trump. Les exportations européennes, désormais, elles seront taxées à 15%. Il n'y a pas eu d'exemption pour les vins et spiritueux. Ça, c'est un vrai coup dur aussi pour la filière. Bien sûr, parce que les États-Unis, c'est le marché numéro 1. On est bien d'accord pour les vins de Bordeaux, en tout cas pour certains. Pour aujourd'hui, oui. Beaucoup de vins, on peut parler des grands crus classés, mais aussi pour les crus bourgeois ou d'autres vins de Bordeaux. Donc c'est un marché numéro 1, structurel, important, qui a été taxé, qui est victime d'une guerre commerciale et d'une politique commerciale du nouveau président américain. C'était redouté, ça s'est confirmé. Le problème, c'est que il y a des difficultés aussi sur la Chine et dans d'autres pays. La compétition, elle est mondiale sur le vin, elle est extrêmement sévère, féroce. On en revient toujours au même point, c'est les coûts de production. Donc voilà, tous les pays ne sont pas dans la même catégorie à ce niveau-là. Et cette vraie offensive américaine est un terrible coup dur pour la viticulture française. Ça compte beaucoup dans la balance commerciale, puisque vous avez l'aéronautique, les vins et les spiritueux. Et là, personne n'a été épargné, parce qu'au moment de la négociation, dans la dernière ligne droite, les champenois, les producteurs de champagne pensaient passer au travers des mailles du filet. Ça n'a pas été le cas parce qu'on pensait que Donald Trump voulait uniquement taper les vins rouges pour favoriser les vins californiens de la Napa Valley. Finalement, tout a été pris. Le cognac, lui, a des difficultés avec la Chine. On parle aussi d'arrachage dans le cognacé. Voilà, donc on est vraiment à un tournant de la viticulture. Peut-être qu'un âge d'or est derrière nous, mais il y aura encore des vignes, il y aura encore du vin, mais tout ça va se faire dans la douleur. Ça va être extrêmement difficile et on n'est pas encore au bout. Mais en fait, ils n'avaient pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une rupture commerciale avec les États-Unis quand vous devez déjà affronter les aléas climatiques qui s'intensifient, quand vous devez affronter une baisse de la consommation. Vous êtes au carrefour de toutes les tempêtes et on vous en rajoute toujours une couche derrière la tête. Donc, c'est vraiment pas facile. Et là, la viticulture, comme beaucoup d'autres secteurs, va devoir avoir besoin d'un gouvernement quand même assez vite, que la vie politique française reprenne son cours. Vous savez que là, on est quand même dans une phase de transition. Il y a un Premier ministre, il n'y a pas encore de gouvernement. Une rentrée parlementaire prévue peut-être au 2 octobre, peut-être un peu plus tôt si jamais il y a une session extraordinaire qui est débloquée. Mais on sait que le dossier viticole, en tout cas pour le prochain ministre de l'Agriculture, sera en tête de gondole sur son bureau. Pour revenir aux États-Unis, c'est plus le marché sur lequel il faut miser. Est-ce qu'il faut se tourner vers d'autres ou toujours les États-Unis ? Les autres marchés, je pense à la Chine, peut-être l'Inde aussi. C'est les États-Unis est le premier marché. Et il va, on l'espère, le demeurer, même si c'est difficile. Mais le contexte très différent tel que l'a rappelé Jefferson des Ports il y a quelques instants, eu égard à ce qui s'est passé en 2019-2020, fait que ce sont tous les vins européens qui sont touchés. À l'époque, à cette période-là, seuls les vins français étaient pénalisés sur le marché américain. Donc les Italiens sont rentrés très forts sur le marché américain, d'autres vins sont rentrés très forts. Là, aujourd'hui, tous les vins européens, qui sont la majeure partie des vins en termes de valeur qui rentrent aux États-Unis, sont touchés. C'est donc tout le secteur d'importation de vins européens qui est touché aussi. Il y a encore des négociations qui vont être menées dans quelques semaines, dans quelques mois. En tout cas, c'est un choc très brutal. Mais basculer de tels volumes, de telles valeurs sur d'autres pays, c'est pas si simple que ça. Si on pouvait basculer d'un marché à l'autre, ce serait une surprise. Surtout, vous avez des clients, Bernard Farge, aux États-Unis, parce que c'est pas pour rien, c'est pas votre premier marché par hasard. C'est-à-dire que vos clients sont aussi là-bas, c'est-à-dire qu'ils vous attendent aussi, et que eux aussi, en bout de course, sont impactés par ces prix.
Et ce sont surtout les consommateurs américains qui, s'ils veulent continuer à acheter du vin, vont le payer plus cher. Donc il va y avoir des négociations entre l'importateur qui va baisser un peu sa marge, le producteur sans doute baisser un peu sa marge. Mais au final, ce sera des vins plus chers. Donc on n'est pas certain qu'en termes de budget de l'État sur ce produit-là, les États-Unis soient gagnants. Mais cela faisait partie d'un ensemble de choses. Le président Trump n'a pas voulu accepter la négociation et le deal qui était proposé de sortir les vins et les spiritueux de cette contrainte des 15%. Et donc, c'est un choc, évidemment, à nouveau difficile. L'Inde, aujourd'hui, on est à 200% de taxes sur l'Inde, donc le niveau d'entrée des produits, évidemment, c'est un frein à l'entrée considérable. Sur la Chine, l'économie chinoise est devenue un peu plus erratique qu'il y a 10 ans. Et il y a des politiques intérieures sur la consommation d'alcool qui sont plus restrictives qu'elles n'étaient il y a 10 ans. Donc nous perdons des parts de marché là-bas aussi. Eh bien, ce sera le mot de la fin puisqu'on arrive au terme de ce débat. Merci beaucoup messieurs pour votre participation. Merci à vous également de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Cléa Dufoy pour la météo. Puis ce sera 19h Sport avec Dorian Malvezin. Quant à moi, je vous retrouve à 19h30 pour un nouveau journal. Avant l'Hebdo Éco à 19h45 et Mode d'emploi à 20h. Restez bien avec nous, l'information continue sur TV7.